Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Défilé du 14 juillet à Paris, la France célèbre sa fête nationale. Et inauguration d'un nouveau bâtiment à Belbela financé par le gouvernement turc. Message de félicitations du président de la République à son homologue français. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a envoyé hier un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. À l'occasion de la fête nationale de la République française, amis, je me fais l'honneur de vous adresser à travers vous au peuple de France et en mon nom personnel et en celui du peuple djiboutien mes félicitations les plus chaleureuses, souhaitant en ces périodes de renouveau beaucoup de succès et de prospérité dans vos nouvelles fonctions, a écrit le président de la République. J'aimerais particulièrement vous renouveler la volonté du gouvernement djiboutien à poursuivre son action pour l'approfondissement de notre relation bilatérale et de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial, afin de consolider nos partenariats stratégiques, a poursuivi le président Guelleh. Le chef de l'État djiboutien a ensuite mis à profit ces messages pour se réjouir de l'intérêt que manifeste son nouvel homologue français pour la préservation de paix et de stabilité en Afrique. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour vos engagements annoncés au service de la paix en Afrique. En ce sens, notez le président Ismaël Omar Guelleh avant de renouveler ses vœux de succès au nouveau président de France. Et en ce vendredi 14 juillet 2017 s'est déroulé sur les Champs-Élysées le traditionnel défilé militaire. Une coutume vieille de plus d'un siècle et qui par tradition débute du côté de l'Arc de Triomphe pour se terminer place de la Concorde. Fête nationale française, le 14 juillet occupe une place de premier plan dans le calendrier. C'est notamment pour cette occasion que le président Emmanuel Macron a invité Donald Trump à assister au défilé. Le président français a convié son homologue américain à célébrer le 100e à l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale. Près de 150 militaires américains vont d'ailleurs descendre la célèbre avenue aux côtés des 11 000 militaires et policiers mobilisés pour l'occasion. La cérémonie est close par la fanfare interarmée qui arrosa plutôt un audacieux medley de différents morceaux du duo français Daft Punk. Il y a 100 ans, le 14 juillet 1917, jour de 141e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, un bataillon du 16e régiment d'infanterie qui fait partie de la première division des ans, déjà les Champs-Élysées, devant des Parisiens en liesse qui les saluent. La dernière participation des militaires américains date de 2002 avec les cadets de la prestigieuse Académie de West Point. 6 avions de combat F-17 et F-16 des Triumph, la patrouille acrobatique de l'US Air Force, 2 avions de chasse furtifs américains F-22, également parcourent aussi le ciel parisien juste derrière la patrouille de France. Également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec la TICAD, agence turque de coopération et de coordination, a organisé une cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment construit par la coopération turque. La cérémonie a eu lieu au centre d'action de l'autonomisation des femmes en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Humed Hassan, de l'ambassadeur de la Turquie, Sadik Altinok, du directeur de l'agence de la coopération turque et la directrice du centre Kazaf, Mme Roda Ahmed Douali. Cette initiative témoigne de la bonne relation existante entre les deux pays, à savoir Djibouti et la Turquie. Cependant, ce nouveau bâtiment va permettre au centre Kazaf d'élargir l'offre de formations au profit de jeunes filles en leur proposant de nouvelles formations comme celle de l'audiovisuel et de cours d'alphabétisation. L'objectif principal est de sortir les jeunes filles du pays de la précarité et les rendre autonomes financièrement grâce à ces formations. Et la Turquie n'est simplement pas comment dirais-je, le secteur économique, mais le secteur social aussi prend un part majeure.
Dans une intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a remercié le gouvernement turc pour ces nouveaux bâtiments ainsi que les responsables du centre pour ses efforts inlassables. Nous l'écoutons. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour inaugurer un bâtiment qui a été construit par l'agence TICA. Cette structure vient renforcer les activités du centre CASAF qui existait déjà et qui va lui permettre d'atteindre les objectifs et les missions qui lui sont assignés. Ce bâtiment va nous permettre de diversifier, diversifier les formations dispensées par le centre, telles que la formation en matière d'audiovisuel, telles que les cours d'alphabétisation pour les femmes, en plus de venir renforcer les cours de cuisine qui étaient déjà dispensés au centre de CASAF, mais cette fois-ci avec du matériel approprié et moderne. En plus des formations qui sont dispensées dans le centre CASAF, ce bâtiment va permettre aussi d'avoir des ateliers de travail pour les jeunes filles qui ont bénéficié d'une formation, mais pouvoir mettre en pratique les cours qu'elles ont pu recevoir et exercer le métier pour lequel elles ont été formées en ayant un espace de travail et un encadrement approprié. Et je clore mon discours en remerciant l'ambassadeur, l'agence et le gouvernement turc pour l'appui indéfectible qu'ils apportent au gouvernement djiboutien. Autre nouvelle du pays, le secrétaire exécutif de l'ENARS a félicité le ministre de l'Intérieur pour sa nomination au grade de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. C'est avec vif plaisir que j'ai appris votre nomination au grade de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Il s'est dit réjoui d'une brillante distinction qui honore toute l'action humaine, généreuse et efficace que vous avez menée durant toute votre vie professionnelle. Il est heureux de voir ainsi reconnue votre carrière faite de rectitude et dévouement et de grandes compétences. Je tiens à vous féliciter, à déclarer chaleureusement pour cette haute distinction que vous méritez amplement. Et il assure que vous continuez à faire honneur à votre très haute fonction, des grandes responsabilités que vous assumez à la tête de votre département. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, M. Ibrahim Bilé de Halé, a été reçu le 9 juillet 2017 à Abidjan par M. Marcel Amon Tanoa, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, à qui il a remis les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat au Maroc. Lors de cet entretien, l'ambassadeur Ibrahim Bilé de Halé a transmis les salutations fraternelles de M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à son homologue ivoirien. Les bonnes relations historiques qui existent entre les deux pays, frères, ainsi que la volonté des deux parties à renforcer les relations d'amitié et d'identifier des domaines de coopération bénéfiques aux deux pays ont été également discutés au cours de cette rencontre. Le ministre ivoirien a assuré M. Ibrahim Bilé de Halé le plan de soutien de son département quant à la réussite de la mission de l'ambassadeur djiboutien. Ensuite, l'ambassadeur a pris part aux travaux de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui a eu lieu en Abidjan, dont les thèmes de cette année étaient jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. Toujours dans le level du pays, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, avec une section de forces d'autodéfense japonaise dirigée par le colonel Kazakusuki Sato, a organisé hier matin une cérémonie à la mémoire du PDG Fukui Construction, CO Ltd Masatsu Fukui, et de son chef de bureau Hiromi Ozakawa, disparu le 7 avril 1995 dans un accident de voiture sur la route près du lac Assal. Au début de la cérémonie, les agents de forces d'autodéfense ont fabriqué les nouvelles avec l'inscription des noms des Fukui et Ozakawa pour les poses au monument pour garder leur mémoire. Le préfet de la région d'Arta, M. Abdoulaye Dalalouki, a participé à cette cérémonie de dépôt de gerbes aux côtés des Japonais. Était également
Est également présent plutôt le représentant de la JICA, M. Kawashi Sadate, et du principal du collège de Fukuzawa, M. Mohamed Kaurah, ainsi que le représentant de la JICA, M. Sadate, a présenté dans son intervention ses condoléances à la famille du défunt. Il a expliqué aussi que ceci est un symbole fort qui exprime la relation d'amitié entre les deux peuples djibuto-nippon. Installer ces monuments jusqu'à maintenant. Et puis je vous remercie, Monsieur le Préfet d'Alta, qui maintient toujours, regarde, observe ces monuments pour que ça tienne toujours. Je vous remercie. Et puis merci beaucoup pour la participation du principal de Fukuzawa, M. Mohamed. Lui, il est actuel principal de l'école Fukuzawa, où il y a 2 volontaires japonais. Et aussi, nous avons beaucoup de collaboration avec notre haute défense japonaise aussi. Donc, je vous remercie de votre participation. De son côté, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsu Are, tient à honorer à travers cette cérémonie les relations de coopération que partagent le Japon et Djibouti. On l'écoute aussi. Je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident. Ces 2 personnes, M. Fukui Masakatsu et M. Hosokawa Hiromi. Ces 2 personnes ont notamment travaillé et contribué pour la construction du collège Fukuzawa. Le collège qui est toujours le symbole d'amitié et de la coopération entre Japon et Djibouti. Ça reste toujours notre symbole d'amitié, même après plus de 20 ans. Ces monuments ont été construits à l'époque sur l'autorisation de Monsieur le Président d'alors de la République de Djibouti. Et je voudrais exprimer de nouveau notre gratitude au nom du peuple japonais pour la compréhension et la manifestation de solidarité par le peuple de Djibouti et aussi le gouvernement de Djibouti. Autre nouvelle, après la période du mois béni du Ramadan et les festivités de la Eid al-Fitr, les Djiboutiens ont repris de nouveau le chemin de la plage pour tremper la canicule. Et cela va durer jusqu'à la rentrée scolaire vers la mi-septembre. Ceux qui ont les moyens s'en vont à la plage, le plus souvent vers les plages d'Arta ou à travers le golfe de Teljora pour le sable blanc. Pour les citoyens lambda, c'est la siesta ou la plage de Héron. Le taux de fréquentation des plages atteint des sommets les vendredis surtout. La plage est accessible à tous, les sables est doux et les vagues inexistantes. La sécurité est assurée par les postes de surveillance de la police nationale, des gardes-côtes et les ambulances, ainsi que des hôpitaux de référence qui font des rondes en permanence. Il faut noter qu'en été, les Djiboutiens font leur bagage pour des cieux plus cléments. C'est un classique, mais tout le monde ne peut pas aller en vacances. La mer, voilà la première destination des Djiboutiens en heure de la canicule. La siesta, le Héron, Arta ou encore Doralé. Il faut dire que ce sont les quartiers populaires du centre de la ville, de la capitale djiboutienne, de la banlieue de Balbala, qui fournissent les principaux contingents des baigneurs qui envahissent les plages de la siesta. Un peu plus au nord, c'est la cité Héron. Il arrive qu'à chaque fois, armés de leurs provisions de nourriture légère comme les sandwichs faits maison, base de pain et de thon, des bouteilles d'eau fraîche, quand ce n'est pas les gros thermos remplis de boissons colorées ou divers parfums. Les terres arabes et fertiles ne manquent pas en République de Djibouti. Surnommée le grenier du pays, la région de Dikil voit ses agricultures travailler la terre et vivre de son rendement. Dans ce dossier, nous vous amenons à Abaïtou, où la terre est travaillée comme nulle part ailleurs. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. À l'entrée du village d'Abaïtou, le paysage rocailleux contraste avec des parcelles en escalier sur cette montagne. 6 étages cultivés et séparés par des murets de pierre. À chaque niveau, un bout de paradis de 3000 m². Une œuvre érigée par la force des bras de cet homme. Il a déplacé des roches, élagué la montagne, terrassé le terrain afin de le cultiver. Un travail titanesque qui a demandé de la sueur, de la patience et surtout
de la volonté. Travailler la terre, une passion qu'il a développée très jeune, lorsqu'il cultivait dans le champ familial à Ab'aitou et possédait son propre jardin, un rêve qu'il a toujours caressé. Pour ce faire, il décide de dompter la montagne. Et pour briser le roc, il brûlait des pneus. Des centaines et des centaines de pneus dont le fil de fer sert aujourd'hui de clôture pour le champ. Il transmet aujourd'hui sa passion à ses enfants qui l'aident dans le champ. Leur jardin est à couper le souffle. Des arbres, des palmiers, mais aussi des dattiers. Le dernier étage est consacré aux produits maraîchers. طماطم يني ويسرنا شوتني بتراف يني شوتني بربرتني أكنتني كل عندام حلها يتام كأبو كيو يتام متنا تو أنا دقون له تونال ناشكوبي دوجي لمو ما كدخل كونو ما بيعني أكل غزوال كي أو دخل قرونه قبابر كي بي كده كانت تعلو أيتكي كو ما تنفعي. C'est ici qu'il stocke sa production, des légumes. Il en reste aujourd'hui que les oignons, spécialité de la région d'Oukar qui demande beaucoup d'eau pour pousser. Depuis l'installation de ces panneaux solaires, sa production maraîchère s'est développée. C'est un homme extraordinaire qui a fait de gros travaux. Le ministère lui a donné à travers l'AFAO le motopompe. Mais chaque année, nous, en tant que ministère de l'Agriculture, nous donnons aux jardiniers du matériel agricole pour toutes les coopératives de la région et des semences aussi. En total, il y a 500 jardins actifs dans toute la région. La région de Dikil, surnommée le grenier du pays, n'a pas dit son dernier mot avec des agriculteurs comme Ali Mohamed Guelleh, qui lui souhaite agrandir son jardin. Il a déjà délimité une nouvelle parcelle et souhaite cette fois qu'on l'appuie à creuser la montagne avec des engins de grands travaux pour aller plus vite sur ce nouveau projet porté par la même volonté. Et sport pour clore l'actualité nationale dans les cartes de la qualification de la Coupe d'Afrique et des Nations CAN 2018. L'équipe nationale de Djibouti va recevoir samedi à 15h l'équipe nationale de l'Éthiopie au sein du stade Goulet. Ces matchs très attendus interviennent après 2 mois d'entraînement mis en place par le staff de l'équipe nationale à la tête de M. Moussa Mara, l'entraîneur principal de l'équipe nationale. Lors des derniers entraînements de la semaine, les joueurs ont amélioré leurs conditions physiques et collectives d'après les propos de l'entraîneur au micro de la chaîne nationale et il souhaite la participation des supporters à ces grands rendez-vous. Rappelons que les requins bleus de Djibouti ont gagné cette année la première fois depuis 10 ans contre l'équipe sud-soudanaise. Et puis après, on est parti dans des conditions que tout le monde connaît. On a perdu un match qui, personnellement, que je ne peux pas oublier de ma vie. Et je sais que ça doit nous servir de leçon, nous, entraîneurs, comme eux, les joueurs, qu'ils puissent prendre ce genre de contre-performance pour mieux préparer les futures performances, Inch'Allah. Je crois que le match qui va se jouera dans des conditions de température difficile, ça, on le dit aussi bien pour nous que pour les Éthiopiens, mais je pense que c'est une arme pour nous parce que nous sommes chez nous et nous devons profiter de 3 facteurs qui sont notre climat, notre terrain et notre public. Et pour cela, franchement, je compte vraiment sur le public djiboutien
qui viennent pousser leur équipe pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir faire une bonne performance, Inch'Allah, et de gagner le match. Parce que sans le public, franchement, on ne peut pas mettre une grosse pression sur les adversaires. Donc j'invite tous les sportifs, tout le peuple djiboutien à venir apporter un coup de main à leur équipe nationale. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Donald Trump est arrivé hier jeudi à Paris. Le président français Emmanuel Macron a officiellement accueilli son homologue américain au milieu d'après-midi à l'hôtel des Invalides. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à l'Élysée en fin de journée, suivi d'une conférence de presse commune dont voici les principaux points abordés. Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne faisait plus de départ de la destitution de Bachar al-Assad, une condition préalable à l'intervention de la France dans les discussions sur la Syrie. Nous avons en effet changé la doctrine française à l'égard de la Syrie pour pouvoir avoir des résultats et travailler de manière très étroite avec nos partenaires, en particulier les États-Unis d'Amérique, a confirmé le chef d'État français. Le président américain Donald Trump a pour sa part estimé que le cessez-le-feu en Syrie démontrait l'utilité du dialogue avec le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière pendant le G20. Et voilà donc l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi.